Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai titan de la littérature américaine, un homme qui a pris l'histoire, la poussière et même les fantômes de son Mississippi natal pour construire un monde littéraire d'une puissance inégalée. Cet homme, c'est William Faulkner, un prix Nobel, l'architecte du conte fictif de Yoknapatawpha. Bref, il est souvent considéré comme le plus grand écrivain du Sud-américain et l'un des plus influents du XXe siècle. Rien que ça. On va commencer directement avec ses propres mots, qu'il a prononcés à Stockholm en recevant son prix Nobel. Cette phrase, ce n'est pas juste une jolie formule, non, c'est vraiment le cœur de son ambition artistique. Pour Faulkner, l'écriture, ce n'était pas juste un miroir de la réalité, c'était une forge où on prend, je cite, l'agonie et la sueur de l'esprit humain pour créer quelque chose de complètement nouveau, du jamais vu. C'est cette ambition folle qui va nous guider tout au long de notre analyse. Et ça nous amène à la question centrale. Comment un homme né dans un État rural, un État encore hanté par la guerre de sécession, par les tensions raciales, comment cet homme a-t-il pu devenir une figure de proue du modernisme littéraire dans le monde entier? Son parcours est une épopée en soi, de l'ombre à la reconnaissance planétaire. Alors, explorons ensemble cette trajectoire fascinante. Alors, voici notre plan de vol. On va commencer par sa trajectoire, du Mississippi au prix Nobel. Puis on plongera dans ses années de formation, on assistera à la naissance de son comté légendaire, Yoknapatawpha. On fera un détour par Hollywood avant de décortiquer son style si particulier et enfin de mesurer son héritage monumental. Première étape, donc, son parcours. Le voyage de Faulkner, c'est celui d'un homme profondément enraciné dans son sud natal, mais qui a su en extraire une portée universelle. Ce qui fait de lui d'ailleurs le seul lauréat du prix Nobel né dans l'État du Mississippi. Pour comprendre l'écrivain, il faut absolument revenir à ses racines. Parce que le génie de Faulkner a été littéralement façonné et même hanté par le Mississippi où il a passé sa vie. Né en 1897, Faulkner grandit dans la petite ville d'Oxford. Son parcours, on peut le dire, est assez atypique. Il s'engage dans l'armée de l'air canadienne en 1918, sans jamais combattre d'ailleurs, puis il quitte l'université après seulement 3 semestres. Clairement, le monde académique, ce n'était pas pour lui. Il était déjà, au fond, un conteur. En fait, l'essentiel de son inspiration, il la puise dans les histoires qu'il entend depuis tout petit. Les récits sur son arrière-grand-père, un colonel confédéré haut en couleur, les histoires sur la guerre de sécession, l'esclavage, tout ce folklore oral du Sud avec ses non-dits, ses tensions raciales, son sens du tragique, eh bien, c'est ça la matière première de toute son œuvre. Ah, cette citation, elle est parfaite pour saisir le tempérament du bonhomme. Après avoir quitté la fac, il se retrouve receveur des postes, un petit boulot tranquille. Il démissionne avec cette lettre cinglante. On sent déjà l'artiste qui refuse de se plier aux contraintes d'une vie bien rangée. Il ne voulait pas être au service du public, il voulait être au service de son art. Face au premier refus des éditeurs, Faulkner ne change pas son style. Non, il change de monde. Il décide de se créer son propre royaume littéraire, un territoire où il serait le seul maître du jeu. Yoknapatawpha, retenez bien ce nom étrange. C'est le nom d'un comté fictif, son timbre-poste de terre natale comme il l'appelait. C'est inspiré de sa région bien sûr, mais c'est tellement plus qu'un simple décor. C'est un microcosme du Sud, un véritable laboratoire de la condition humaine où vont se jouer les plus grandes tragédies. Et ce monde, il prend vie très vite, dès 1929. Après Sartoris, qui pose les premières pierres, il enchaîne les chefs-d'œuvre. Le bruit et la fureur sur la chute d'une famille, puis Tandis que j'agonise et Lumière d'août. Roman après roman, il tisse la toile de son univers, une toile incroyablement complexe et dense. Justement, arrêtons-nous un instant sur ce chef-d'œuvre. Faulkner dira plus tard « Un jour, j'ai eu l'impression de fermer la porte entre moi et toutes les adresses d'éditeurs. Je me suis dit « Maintenant, je peux écrire. » Et c'est exactement ce qu'il fait. Le roman est raconté par 4 voix différentes, dont une lourdement handicapée. La chronologie est explosée, c'est sa libération créative totale. Mais voilà, le génie littéraire, ça ne paie pas toujours les factures. Au début des années 30, même avec ses chefs-d'œuvre, Faulkner a désespérément besoin d'argent. Et c'est ça qui va le conduire vers un monde qui semble à des années-lumière du sien, Hollywood. Le constat est simple. Ses romans, même s'ils sont acclamés par la critique, ne suffisent pas à nourrir sa famille. Alors, en 1932, il signe un contrat avec la Metro-Goldwyn-Mayer à Hollywood. Pour lui, c'était un mal nécessaire, une source de revenus qui finançait ce qui comptait vraiment, son travail d'écrivain. Et attention, il n'a pas fait que des petits films. Il a contribué à des projets importants. L'ironie de l'histoire, c'est qu'il a coécrit le scénario du Port de l'Angoisse, une adaptation d'un roman de son grand rival littéraire, Ernest Hemingway. Il a aussi bossé sur l'adaptation du Grand Sommeil de Raymond Chandler. Pas mal, non? Allez, passons maintenant au cœur du réacteur Faulkner, son style. C'est ce qui le rend à la fois si difficile d'accès et si génial. Il a littéralement dynamité les conventions du roman de son époque.
Sa technique fétiche, c'est le courant de conscience, ou stream of consciousness en anglais. L'idée, c'est de nous plonger directement dans la tête des personnages, de nous livrer leurs pensées à l'état brut, sans filtre, dans un flux continu où le passé, le présent, les souvenirs, tout se mélange. C'est une immersion totale, mais qui demande un vrai effort de la part de la personne qui lit. Pour bien comprendre à quel point il est unique, la comparaison avec Hemingway est très parlante. Là où Hemingway utilise la phrase courte, directe, factuelle, Faulkner, lui, déploie des phrases interminables, labyrinthiques, qui tentent de suivre les méandres de la pensée et de la mémoire. On a vraiment deux modernismes, deux visions du monde radicalement opposées. Et que répondait-il à ceux qui se plaignaient que ces livres étaient trop compliqués? Cette phrase, tout simplement, lisez-le 4 fois. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conviction profonde que son œuvre cache une richesse qui se mérite, qui se dévoile petit à petit. C'est une invitation à ralentir et à s'immerger complètement dans le texte. Après des décennies de travail, souvent dans une quasi-indifférence, la reconnaissance finit par arriver. Et avec elle, un héritage qui va bien au-delà des frontières du Mississippi et des États-Unis. La reconnaissance officielle, elle arrive sur le tard, à la fin des années 40. En 1949, c'est la consécration suprême, le prix Nobel de littérature. Et ça ne s'arrête pas là. Suivront 2 prestigieux prix Pulitzer qui vont définitivement asseoir son statut de géant de la littérature. Mais son plus grand héritage, au fond, c'est son influence sur les écrivains du monde entier. En Amérique latine, des auteurs comme Garcia Marquez ou Vargas Llosa se sont vus comme ses héritiers. Aux États-Unis, un Cormac McCarthy est clairement dans sa lignée. Et en France, son impact a été tout simplement immense. Cette déclaration de Jean-Paul Sartre, elle en dit long. Pour les jeunes, en France, Faulkner est un dieu. Rien que ça. Il faut dire que la France a une relation très spéciale avec son œuvre. Pendant l'occupation, par exemple, ses romans étaient interdits par les nazis. En lire un, c'était donc un acte de résistance. Les intellectuels français ont tout de suite compris qu'ils avaient affaire à un auteur qui explorait le poids de l'histoire et la complexité de la condition humaine comme personne. Alors, pour conclure, on peut se poser cette question. Plus de 60 ans après sa mort, qu'est-ce que ce comté imaginaire du fin fond du Mississippi a encore à nous dire? Eh bien, peut-être qu'il nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment mort, qu'il n'est même pas le passé. Il nous parle de la mémoire, de la culpabilité, des liens du sang et de la terre. Finalement, en créant Yoknapatawpha, Faulkner n'a pas seulement dessiné la carte du Sud-Américain, il a dessiné la carte de l'âme humaine. Et cette carte, aujourd'hui encore, elle reste d'une pertinence absolument bouleversante.